Alors, on en parlait dans le point bourse. Qui pouvait s'y attendre? Le luxe, c'est la valeur défensive du moment. Alors au milieu mais vraiment des incertitudes totales un petit peu partout, aussi bien en Europe que du côté des États-Unis, le luxe revient en force. Omar, qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses en réalité. On a un petit peu pricé les droits de douane américains. De l'autre côté, on a aussi eu l'occasion de comprendre que la Chine n'était pas forcément partie pour partir dans une déflation durable, comme ça a été le cas par exemple au Japon. Et puis de l'autre côté, en réalité, les catastrophes de LVMH n'ont pas été si catastrophiques que ça. On s'attendait vraiment au pire, ça n'a pas été le cas. Donc finalement, on a eu un excès baissier sur la valeur qui a été remarqué. Et derrière, bien évidemment, les marchés réagissent un petit peu à la hausse en se disant que le pire est probablement derrière. Maintenant, il faut faire quand même preuve d'un petit peu de prudence. Ouais. Oui, parce que je pense. Parce que les droits de douane pricés, je dois dire que même Donald Trump les a pas encore totalement pricés. On ne sait pas si c'est la problématique. Il est très au clair de ça. C'est toute la problématique. Et puis il y a un autre sujet aussi qui est un petit peu mis de côté et je trouve vraiment important pour LVMH, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que M. Arnault arrive à un certain âge, on n'a pas forcément d'éléments sur la suite pour LVMH. Donc c'est un sujet qui trotte un petit peu dans la tête de beaucoup d'investisseurs et c'est un sujet à suivre. En tout cas, sur cette valeur-là. Laurent Grassin, en tout cas, ça nous permet de bien résister et d'avoir de certaines surperformances du CAC 40 par rapport aux autres indices européens. Pour autant, voilà, c'est pas le grand comeback qu'on attend du secteur du luxe. Non, parce que c'est vrai, et Omar l'a dit, est-ce qu'il n'y avait pas eu d'abord une baisse qui fait qu'aujourd'hui, quand on investit, on se dit, bon, le luxe a quand même beaucoup baissé, les perspectives restent favorables, même si elles sont sans doute moins favorables qu'il y a quelques années. En tout cas, l'horizon est plus contrasté. Et donc, il y a sans doute eu un petit phénomène de rattrapage, dans un marché un peu plus incertain. Pourquoi pas revenir sur le luxe? Quand on regarde quand même, parce que j'ai fait un petit peu regarder différentes performances, sur LVMH, on est à plus 8% pour 3 mois, on reste à moins 25% sur 6 mois, moins 11% sur 6 mois pour Kering, mais plus 39% sur 3 mois. Ça, c'est le vrai rebond. Il est sur Kering, en fait, par rapport aux autres. Et puis, on avait cette note, vous l'avez vu passer, de HSBC hier, qui était plus positif sur le secteur, en disant, voir peut-être de la lumière au bout du tunnel. Dans les arguments qu'ils citent, il y a le fait que le consommateur américain devrait finalement, effectivement, quand même pas trop mal se tenir. Et ce qui m'a un peu plus surpris, je dois le dire Antoine, c'est qu'il dit que finalement le consommateur chinois pourrait être lui plus engagé. C'est quand même les deux moteurs c'est quand même les deux moteurs du luxe. Le consommateur chinois, ça fait plus d'1 an qu'on en parle de son retour, du regain de confiance. Moi, je vois toujours vraiment, en tout cas, pas de signaux clairs de retour. Le ministre du Commerce chinois qui parlait cet été, alors il faut toujours se méfier de la communication chinoise, il disait au cœur de l'été, en juillet, que la situation restait complexe en Chine, qu'on sent qu'il y a encore de la défiance. Il n'y a pas encore un vrai mouvement de retour au magasin, si je puis m'exprimer ainsi, du consommateur chinois. Donc, c'est vrai que les perspectives du luxe à moyen terme, là, je les vois pas peut-être aussi éclatantes que, encore une fois, qu'elles ne l'ont été dans le passé. D'accord. Le sentiment de certains investisseurs aussi, c'est de se dire, mais voilà, la Chine est en train de frapper très très fort en matière d'innovation sur l'IA, aussi bien sur le hardware que le software. Est-ce que l'effet richesse va pas se faire sentir sur toute une classe de la population chinoise qui, d'un seul coup, va hériter de revenus très conséquents et d'un patrimoine fort, et que là, pour le coup, ça pourrait faire redémarrer le secteur du luxe de manière un petit peu plus décisive. Pour moi, quand on est investisseur sur les valeurs du luxe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va regarder les dépenses de consommation en Chine, on va regarder l'activité, les indices de confiance, et c'est là où on se dit, quand on va voir une véritable inflexion s'amorcer, on se dit, OK, là, on peut y revenir. Toujours être aussi conscient que les pouvoirs publics ont leur mot à dire, puisque vous savez, quand ça s'enflamme un petit peu quelquefois, tiens, il y a des mesures anticorruption, on a des choses comme ça, donc c'est pareil. Ils ont quelquefois, ils peuvent être un petit peu influencer ce qui se passe sur le marché, mais je pense effectivement que c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Ce que j'appelle moi le retour du consommateur chinois dans les magasins, et notamment les magasins de luxe. D'accord. Il y a un autre sujet, alors là, moi qui m'a passionné tout l'été. Dont vous nous parlez, Laurent Grassin, c'est la com et la pub qui ont un effet direct sur les cours de bourse. C'est un sujet un peu léger de rentrée, mais quand même. Mais léger, mais il y a les gros sous dessus, parce qu'on a vu que ça fait bouger beaucoup de titres. Alors on va le rappeler. American Eagle Outfitters. Voilà. Avec la jolie Sydney Sweeney. Voilà. Le monde l'a découvert. Ceux qui la connaissaient pas, maintenant la connaissent. Voilà. Il y a eu Cracker Barrel. Cracker Barrel, la chaîne de bistrot. Il y a eu Lucid Motors avec Timothée Chalamet. Mais alors là, ça a été une catastrophe.
Vraiment, un peu plus loin, il y a eu Budweiser, ça c'est plus ancien, mais effectivement, alors racontez-nous ces histoires. C'est intéressant, effectivement. Donc ce qui se passe, c'est que on sait que les États-Unis sont en pleine période de critique avec l'arrivée de Donald Trump aussi de ce qu'ils appellent. Après, il convient à chacun d'en juger. C'est pas moi de me prononcer là-dessus, mais des excès du wokisme aux États-Unis, des pubs trop inclusives, avec trop de diversité, etc. Et depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, les entreprises ont très vite tilté, et notamment c'est le cas avec American Eagle. Avec cette publicité que vous avez découvert, y compris dans nos journaux français, puisque publicité un peu équivoque, mais en tout cas qui a énormément séduit une partie, on va dire, de l'électorat de Donald Trump et qui a fait réagir, c'est ça qui nous intéresse, assez en bourse le cours d'American Eagle. Donc communication entre guillemets de ce point de vue-là, d'un point de vue financier, réussi. Autre exemple complètement dingue, on en parlait avec Omar, c'est Cracker Barrel. Donc effectivement, chaîne de restaurants un peu traditionnels américains. Et le logo, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le logo. C'est l'oncle machin, le fondateur, qui est avec un gars sur un rocking chair et un tonneau. Et à un moment, la directrice générale, qui était déjà pas mal critiquée, le cours avait déjà pas mal baissé avant, il faut le dire, dit on va simplifier le logo. Et donc, ils enlèvent le gars sur la barrique et ils mettent juste Cracker Barrel avec une police de caractère un petit peu revisitée. Antoine, on n'est pas là dans le truc complètement dingo, il n'y a pas de... Voilà, et là... c'est un peu comme chez nous, Oncle Ben's qui a disparu du paquet parce qu'il y avait des considérations... Voilà, mais bon... Alors, les Américains diront wokistes. Oui. C'est pas le sujet chez Exactement. nous. Mais voilà, il y a eu une volonté de moderniser et d'adapter un logo. Tout simplement. Et là, paf, scandale. Scandale, là aussi réaction du titre qui avait déjà pas mal baissé. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, pour qu'on en tire une petite leçon quand on est investisseur, c'est que en fait, il faut être sur X. C'est obligatoire si vous êtes sur des valeurs US, parce que c'est toujours là que ce genre d'histoire commence en fait. Et ça finit chez Donald Trump, qui s'est lui-même exprimé là-dessus. Voilà. Donc, et enfin, l'exemple un peu historique de ça, c'était Budweiser, on s'en souvient, communication avec une influenceuse transgenre, qui était partie mais complètement dans les tours, à tel point que Anheuser-Busch, la maison mère de Budweiser, s'est toujours pas complètement remis de cette histoire. Ouais. Alors là aussi, il y a un problème qui est lié au fait que AB InBev, c'est un groupe qui est à la fois américain et européen, et qui a une collision des cultures au sein même de l'entreprise. Omar, votre avis là-dessus? Mon avis, ça nous a beaucoup fait rire, mais ça a beaucoup moins fait rire les actionnaires. Ça, c'est des secousses totalement dingues. On est bien d'accord. Après, il faut aussi garder en tête que ce sont des valeurs qui sont peu liquides. Il faut le rappeler, Cracker Barrel, c'est 1 milliard de capitalisation. Voilà. Il y a 200 ou 250 000 titres qui sont échangés chaque jour. Donc, American Eagle Outfitters, ça passe pas très très lourd, ça bouge très fort aussi. Oui, exactement. Donc en réalité, une certaine info va avoir vraiment un impact très important. Et puis de l'autre côté, en tant qu'investisseur, on est bien conscient que l'image de marque a un véritable impact en fait sur les ventes. Quand on prend l'exemple d'American Eagle et qu'on regarde un petit peu les bilans, on se dit que quand Sydney Sweeney ou quand une autre personnalité tout aussi importante va arriver et être en tout cas l'égérie de cette marque-là, on sait très bien que l'impact sur les ventes ne seront pas anecdotiques. Exactement. Non, quand même, je ne sais pas si vous avez vu cet exemple. Je ne me souviens plus si la société était cotée, mais de cette rencontre entre Donald Trump et le président coréen, il lui donne un stylo que Trump adore, et le lendemain, rupture de stock sur tous les stylos de cette boîte-là. Donc voilà un peu l'époque. Voilà à peu près l'époque dans laquelle on est, où effectivement le placement produit, la com, la pub réussie, pas réussie, notamment sur des valeurs américaines, mais aussi européenne, peut avoir des effets boursiers. Alors, c'est quelquefois du court terme, parce qu'encore une fois, ça tient. Mais si vous êtes un petit peu réactif, c'est le genre de tendance que maintenant vous devez considérer. Bad buzz, toujours. Nestlé. Ouais. Alors là, je peux vous dire qu'on ne parle que de ça. Rebond au Japon ce matin. Le PDG de Suntory, qui est quand même pas n'importe quoi, se fait visité par les flics et se fait vider de son siège. Pourquoi ? Parce que, visiblement, le monsieur a un petit problème avec certaines substances illicites. Attention, là, on revient sur des fondamentaux de la vie d'entreprise, du rôle du manager. Et
ce qui aurait pu faire rire en disant bah oui, il n'a pas respecté le règlement, bah il est vidé, c'est normal, fait quand même réfléchir en matière de gestion, en matière d'implication du dirigeant dans la gestion de l'entreprise, surtout quand on est face à des défis complexes. Omar, votre avis, vous aussi, ça vous parle Ça me parle, mais après pour le cas de Nestlé, les choses sont un peu plus simples, je pense. Après peut-être je suis complotiste, mais globalement depuis l'arrivée de Monsieur Frex, le cours n'a cessé de baisser. Je crois qu'on est sur une performance de moins 17% depuis son arrivée l'année dernière. Oui, depuis le début de l'année, on est voilà, 17 je pense que c'était un peu presque une excuse en fait pour c'est un peu s'en débarrasser. C'est un peu le sentiment que ça donne quand même. Oui. On rappelle, en fait, l'affaire, c'est une relation consenti, a priori, on ne parle pas de fait de harcèlement ou de violence sexuelle, consenti avec une subordonnée. Mais pas déclaré. Pas déclaré, donc inverse au règlement du groupe. Bon, à chacun d'apprécier là aussi la pertinence de l'argument, surtout pour une société qui était dans notre jeunesse une référence absolue et qui s'est plutôt singularisée sur les dernières années par des scandales, qu'on parle des pizzas Buitoni, qu'on parle de Laurent Perrier. Bah oui, non mais c'est ça. En fait, et donc on se dit que cette volonté de faire dans l'absolue transparence ou de laver plus blanc, sans mauvais jeu de mots, est un peu surprenante. Moi, je suis assez d'accord avec Omar. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème de Nestlé, qui était vu comme une super référence, on aurait pu se dire le Coca-Cola finalement à l'européenne, des marques ont été quand même vraiment abîmées par l'inflation. Aujourd'hui, des consommateurs qui vont sur le bas prix. Il y a un très gros portefeuille. La mission du Français, c'était déjà de réussir à redresser les résultats. C'est ça. Voilà. Est-ce que je pense que d'ailleurs son successeur va s'inscrire dans cette ligne. Aujourd'hui, le titre est finalement pas très cher, mais ça ajoute peut-être un nouveau mauvais signal là où on pouvait tenter de jouer l'equity story, c'est-à-dire peut-être le rebond, la recovery de ce titre. Ouais, effectivement. Omar, en réalité, moi j'allais surtout ajouter que l'émergence en fait du secteur des GLP-1, donc la lutte contre l'obésité, lui a fait énormément de mal. J'ai l'impression aussi qu'un peu le top management ne fait pas forcément le nécessaire pour essayer un petit peu de se démarquer et prendre le virage qu'il doit prendre pour lutter contre cela. Et cette affaire-là, en fait, montre que les dirigeants ne font vraiment pas le nécessaire par rapport à ça. Allez, on termine avec l'or. 30 secondes chacun. On n'en a pas. On en prend là sur les nouveaux plus hauts historiques. 3608 $ à l'instant. Bon, on tape 3608, ça va trop vite, j'arrive plus à suivre en fait. Et ça bouge comme une biotech, j'aurais dit à l'époque. Ça bouge comme une crypto maintenant, il faut dire. Mais oui, il faut en avoir. On sait qu'il faut en avoir. Il faut toujours en avoir dans son portefeuille. Alors, est-ce qu'il faut en avoir à n'importe quel cours ? C'est une autre question. Et puis comment surtout du vrai or ou alors de l'or papier, des titres des mineurs d'or là. Non, mais pour moi, encore une fois, quand vous êtes investisseur individuel, que vous avez envie de faire simple, le plus simple, ça reste l'or papier, malgré tout. Ouais. Je veux dire, c'est quand même les minières. Alors attention, les minières sont pas complètement décorrélées du cycle de l'or. C'est ça. Si vous êtes investi depuis quelques années sur des fonds de valeurs minières, ils ont très bien performé. En revanche, les fonds de valeurs minières, les valeurs minières ont leurs propres problématiques d'exploitation, de résultats, etc. Donc c'est un proxy, mais il n'est pas tout à fait complètement clair. L'or physique, vous pouvez en avoir bien sûr un petit peu, avec là aussi des considérations très pratiques de détention chez vous, de coffre-fort, de choses comme ça. Donc en gros, moralité de l'histoire, oui, il faut avoir de l'or, peut-être même encore à ce cours-là, parce que finalement, s'il est à ce cours-là, c'est parce qu'on sent bien, et au vu de tout ce qu'on se dit, que l'incertitude reste extrêmement forte un petit peu partout. Et que donc, à défaut peut-être de s'apprécier encore énormément, on ne le voit pas s'effondrer dans les mois qui viennent. Et peut-être, pour ceux qui n'en ont pas, commencer par, un fonds indiciel sur l'or, c'est quand même une bonne façon de faire. Par petits montants, là aussi, on s'expose progressivement. Omar, en quelques mots là. Mon avis est très simple. En réalité, oui, il faut en détenir. Et pour plusieurs raisons. En réalité, depuis le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, le cours n'a fait que grimper. Le discours a été quelque peu dovish. Bien évidemment, les marchés ont bien compris que l'inflation devrait rester autour de 3% pendant un certain temps. De l'autre côté... Ça colle. Hein. De l'autre côté, vous avez Donald Trump qui est en train de faire en sorte de licencier Lisa Cook. Donc, vous avez finalement la crédibilité de la Fed qui est mise en danger. Vous avez un dollar qui commence à craquer. Et puis vous avez aussi de l'autre côté les BRICS qui ne cessent d'acheter, donc la Chine continue, l'Inde a commencé à réduire ses réserves en dollars pour acheter de l'or, donc finalement en fait vous êtes dans un contexte où l'or devrait être quand même assez performant pour la suite. C'était une des stats importantes de cet été, les courbes se croisent, c'est-à-dire que l'ensemble des banques centrales à travers le monde détiennent plus d'or
que de bons du Trésor américain. C'est la première fois que les courbes se croisent et s'entrecroisent comme ça depuis 1995. C'est un peu vieux, Antoine, mais je crois que Goldman Sachs, dans une étude, c'était la première partie de l'année, était à $4 000 l'once pour 2026. Donc finalement, à l'époque, pas bête, 5 000 $. Je trouve ça un peu exagéré, mais en tout cas... En tout cas, les 4 000 semblent plus semblent presque à portée maintenant.